aimable Boubacar Tenguela. Je suis aujourd'hui avec un invité exceptionnel, un brillant écrivain. Il a à son actif déjà 3 livres publiés, tous. Vous pouvez le constater avec moi durant ces différentes interviews. Il va nous parler de ses inspirations, comment il a fait d'abord l'école primaire et le collège et le lycée et comment il est devenu un natif de Télimélé. Maintenant, il est plus Téliméléka que moi. Donc, sans plus tarder, monsieur Lama, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter à nos aimables téléspectateurs et téléspectatrices, du moins? Merci, monsieur Tenguela. Ouais. Déjà pour l'initiative que tu as prise Ouais. pour me rencontrer. Ouais. Je sais que ça n'a pas été facile pour Ouais. ma voix, mais parfois c'est ce qui est lié à moi aussi. C'est difficile d'avoir du temps parfois. Ouais. Non, c'est mais comme c'est ça. bon, merci d'être là. Ouais. Merci vous aussi, le temps que vous m'avez accordé et le temps que vous avez pris pour me comprendre, parce que ce n'est pas du tout facile comme vous venez de le dire. Ouais, merci. Ouais. Déjà, je me nomme Bienvenue, Lama. Mhm. Communément que parfois mes élèves m'appellent Kotolama. Mhm. Et moi-même, je me donne aussi un autre nom, Lama le pèlerin, Ouais. qui est un peu issu d'une petite histoire qu'on traverse parfois dans la vie. Ouais. Et déjà, si on veut savoir qui je suis, déjà je suis aussi enseignant et très passionné de la littérature. Donc j'aime beaucoup la lecture, mais aussi j'aime écrire beaucoup. J'aime écrire. Okay. Et donc, de passage, il faut signaler que je suis né à Zérékoré, dans un district du nom Nyampara. De passage, ça c'est à 25 km du centre-ville de Zérékoré, pour juste cette petite circonstance. Et j'ai commencé mes études, c'est-à-dire j'ai fait mes premiers pas à l'école primaire, déjà dans la préfecture de Guéguédou, dans une sous-préfecture. C'est possible de savoir l'année? Oui, c'est entre 2000 et 2000, c'est-à-dire c'est la session 2000-2021. Donc 2001 du moins. Okay. Ça va sortir? Oui, non, c'est OK. C'est bon. Donc c'est de 2000 à 2001. Donc j'ai fréquenté alors l'école primaire, donc 2000 à 2001, et j'étais déjà en première année. Et quand la guerre, parce qu'il y a eu une agression qui a eu lieu à Guéguédou. Donc, en ce moment, vous étiez là-bas? Oui, nous étions. Donc, la guerre se préparait et quand les gens ont reçu les informations, mon papa nous a ramenés à Zérékoré. De par ça, il faut savoir que mon papa est fonctionnaire. Il est infirmier d'État. Donc, tout ce temps, on était avec lui partout où il passait pour son service. C'est comme ça, moi, j'ai pu étudier avec lui dans la localité de Guéguédou. Donc, c'est de la première année jusqu'en terminale. Et c'est dès lors que j'ai eu le bac, là, je fus orienté à l'AB pour poursuivre mes études universitaires. Ok, merci. Comme vous venez maintenant de nous parler, je viendrai vous poser des questions concernant votre enfance. Mais vous avez soulevé un point qui attire mon attention. C'est une opportunité pour moi de parler sur l'agression rebelle de l'an 2000. En ce moment, vous étiez entre quel âge et quel âge, ou bien? Bon, je ne me rappelle pas tellement. Est-ce que cela vous êtes dit quelque chose se prépare dans le pays? Vous avez pu constater le changement à l'alentour, notamment social, c'est-à-dire les rumeurs, ou bien comme enfant innocent, vous n'étiez pas concerné de ce qui se passait? Moi, j'étais petit. Nous sommes restés à l'école. Mon papa est venu. Tu étais à quel niveau à l'école? J'étais en première année. Première année. Donc j'étais petit encore. Je suis resté en classe. Les gens sont venus, c'est-à-dire mon papa est venu me voir. Il dit sortons. Il dit demain vous devez aller à Zérékoré. Et comme j'aimais tellement lui poser des questions, papa pourquoi? Il dit que bon, on aurait appris qu'il y a déjà il y a les rebelles qui veulent envahir Guéguédou. Donc mieux vaut se préparer à commencer à aller. Et dès lors et puis le même jour que nous avions, je me rappelle pas tellement du jour, mais le même jour où nous avions quitté, c'est le même jour où en fait la guerre fut déclenchée. Ok. Maintenant, parlons maintenant de l'école primaire. Vous avez commencé l'école primaire. Comment a été l'entrée de l'école primaire?
par exemple, de première année en sixième. Si vous avez je sais que c'est très difficile de se rappeler tout ce qui s'est passé durant ce temps-là. Mais par exemple, un professeur qui vous a marqué, ou bien comment la surveillance se faisait à la maison avec papa, des trucs comme ça. Pouvez-vous me parler de ça? Oui. Déjà, bon, mes premiers pas à l'école, c'est parfois tantôt difficile. Pour la première fois, il faut dire que j'étais timide. Je ne connais personne. Et puis, je venais d'arriver avec mon papa parce que je ne maîtrisais pas la langue qu'ici. Ah Moi, bon? je suis guerrier. Donc, tu vois que au beau, je viens d'arriver et puis pour aller intégrer une classe où la majorité, c'est des Kissiens. Tous, c'est des langues forestières, mais qui sont différentes. Donc, moi, je suis guerrier. Donc, à Zérékoré aussi, c'est presque. Je peux peut-être énumérer ou bien, pour ne pas te couper, parler si c'est pas ça. Oui. C'est comme la Guinée. Zérékoré n'a pas une seule langue commune de la région. Oui, il faut savoir que quand on Quelle est la langue la plus parlée à Zérékoré? Quand on parle de Zérékoré, ça, c'est la ville, en fait. C'est la ville, on va dire, c'est la ville forestière. Le guerrier est parlé, presque la majorité des langues sont parlées. Mais ce que je te rends compte, ce n'est plus dans Zérékoré. C'est là où mon papa était en service. Ça, c'est dans une autre préfecture de la Guinée forestière, de la région, on va dire comme ça, que je suis venu étudier à quelques 200 et quelques kilomètres. Comme ça là. Ok, moi mon point, quand je te dis Zérékoré, ou bien la région forestière n'a pas une langue commune comme le Sénégal qui a le Wolof. Tu sais, le Sénégal a 7 sens. Tu parles le Wolof, commencer à Tambacounda jusqu'à arriver à Dakar. Partout là où tu passes, tu peux te communiquer avec les riverains, bien les notables de la localité. Malheureusement, en Guinée, c'est le contraire. Par exemple, si je quitte aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, mais on peut dire comme ça. Si je quitte aujourd'hui Télimélé, je pars directement à Zérékoré. Si je ne parle pas français, peut-être quelque peu venir du Fouta ou bien de Télimélé, je peux communiquer avec eux. Mais si par hasard je me trouve avec un autre parent de Zérékoré, guerrier ou bien qu'ici, si ce n'est pas le français, tu es bloqué. Il devient ou bien elle devient étranger. À toi ou bien à moi, je deviens. Tu vois, non? C'est ça. Ça, c'est un peu triste. À vous, la nouvelle génération, ou bien à nous, la nouvelle génération. Tu sais, un jour, je parlais avec quelqu'un, Excellence Yombo, on parlait de l'histoire des langues, il me parlait de la langue allemande, on parlait de la Guinée, on proposait des langues. J'ai dit, c'est tout à fait évident que nous aussi, il nous faut une langue. Tu vois, non? Pour moi, on doit avoir une langue. Et cette langue ne doit ni être le pulaar, ni le kisigi, ni le soussou, ni le malinké. C'est qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que j'imagine. Ça paraît un peu fou. mais j'ai le droit de rêver. Tu vois, on peut prendre dans chaque entité ethnique, c'est-à-dire un échantillon des individus. Tu comprends? On le mélange, on le donne comme tâche, soussou, malinké, kisigi, guerrier, forestier, Peul, on le mélange, on leur demande de nous fournir une langue. Tu comprends? Chacun envoie, d'autres envoient l'alphabet, d'autres envoient la conjugaison. On le mixe. On peut créer une langue comme ça. Le français a été conçu comme ça. Tu es d'accord avec moi? Parce que le français, il y a le latin, tu comprends, non? Sinon, comment est-ce possible les États-Unis d'Amérique a une langue qui est sortie de l'anglais? Parce que le British English, c'est-à-dire l'anglais parlé en Grande-Bretagne et l'anglais américain, c'est deux langues différent. Presque qui se marient, quoi. Et nous aussi, pourquoi ne pas le faire? C'était une espèce de résumé. Tu peux continuer. Ok. Bon, ce que tu dis, c'est, comme tu dis, c'est un rêve qui paraît un peu utopique. Un peu être fou, bon, on va dire comme ça. Et si on doit le faire, tu es d'accord avec moi? Ça me prend. Pas totalement d'accord. Mais quand même, l'idée, l'idéal est là. Il faut toujours oser. Oui. Il faut toujours oser. Si c'est bon d'essayer d'oser que de ne pas dire et de ne pas oser. Oui, absolument. Quand même, on serait fier pour dire oui, on avait tenté, mais on n'a pas réussi.
Donc, tu vois, Ouais. c'est bon aussi, comme tu le dis, d'avoir une seule langue si c'est possible. Si on mais c'est demande possible, c'est possible. Ou bien, si par exemple, chaque ethnie est trop, on regarde la région. Par exemple, la région des Zérékoré, quelle est la langue la plus parlée? On prend ça. Nous avons 4 régions naturelles, non? Oui, oui. Donc, les 4 langues là, on les unit, on crée une seule langue. Mais c'est possible. Ah ouais, quand même. Donc, bon, l'inspiration ne manque pas parce qu'il y a des forestiers qui chantent en pulaar, il y a des peuples qui chantent à forestier. Donc, quand on essaye de dessiner une seule langue, c'est possible encore de confier ça aux personnes de bonne volonté et la faire marcher. C'est-à-dire, ce n'est pas la durée, mais plutôt la finalité. C'est ce qui compte. Peut-être une seule génération, c'est difficile, ça sera difficile. Imagine-toi, par exemple, ici, dès le lendemain de l'indépendance, le premier gouvernement ou bien le premier régime, même si c'est avec la dictature, nous impose une seule langue. Je ne m'en disconviens pas quelle serait la langue, la langue choisie. Mais ça sera facile de dire que nous sommes africains. Parce que si, par exemple, notre interview là se faisait dans une langue locale qui était parlée de s'éliminer jusqu'à Zérékoré, mais ça serait une fierté pour moi. Oui. Tu comprends, non? Donc, on pouvait se démarquer de dire que nous sommes indépendants. Donc, l'indépendance, c'est beaucoup de choses, hein? Ce n'est pas seulement le mot. Non, ce n'est pas dans la parole, mais c'est dans les actes aussi. Ok, tu peux continuer ton enfant. Donc, c'est ça. Oui. Comme je le disais, déjà, la première fois où je suis rentré à l'école, et déjà, tu sais, quand on est enfant en première année, le français n'est pas totalement maîtrisé. Absolument. Donc, et tu sais bien, c'est vrai, on peut parler en français avec notre pensée de turbulence, mais ce qui domine de plus, ça va être nos langues maternelles comme ça. Absolument. Donc, pour que je puisse m'habituer, ça a failli prendre un peu de temps. Mais à la maison, déjà avec le papa, tellement il était strict, donc déjà le français, on maîtrisait déjà un peu. Et à l'école, ce qui me donnait plus encore un de plus d'avantages sur certains amis. Donc déjà, avec eux, on échangeait un peu en français. Et c'est comme ça, petit à petit, je me suis fait des amis. Et j'ai eu un merveilleux enseignant, instituteur de passage, M. Billon. Donc lui nous a appris comme ses enfants. Donc, tu le sais, les mains de la première année sont comme un papa, un grand-papa. Absolument. Donc, avec lui... C'est pourquoi c'est à ce niveau qu'on dit que de ne pas mentir aux enfants. Parce qu'ils vont garder ça le reste de leur vie. C'est ça. Donc, avec lui, et il nous donnait ce qu'il fallait. Et il y avait à l'époque une émission, on appelait ça l'IRAP. Chaque 9 heures, il y avait cette radio, on tournait. Et il y avait cette émission. À la fin, il y avait des chansons et puis des récitations. Donc, ça nous donnait encore plus envie de revenir encore demain à l'école. Il reste que juste écouter le monsieur qui parlait dans la radio. Donc, avec notre maître de la première année, c'était vraiment une complicité avec ses élèves. On n'a jamais dit qu'on ne l'aimait pas. On l'aimait, mais il nous aimait aussi. Donc, c'est un peu comme ça. On a étudié de la première année jusqu'en 2e, 3e et puis 6e comme ça. Ok. Maintenant, durant ce temps-là, quelle était par exemple ta matière préférée, même si c'est très difficile de se rappeler ou bien de faire un choix à cet âge ou bien à ce niveau. Par exemple, tu étais bon, ou bien tu te disais, je préfère le dessin, sciences, histoire, géographie, quelque chose comme ça. Oui. Bon, déjà, il faut dire que j'étais plus passionné par les dessins. Et en fait, si je dessine, c'est-à-dire par rapport, surtout déjà à partir de la 3e année, j'avais déjà commencé à aimer la matière qu'on appelait sciences d'observation. Et je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait des croquis qu'on faisait parfois dans cette partie. Parfois, on dessinait la carpe. Et par hasard, bizarrement parfois, quand je dessinais, pour moi, c'était bien joli. Et puis, parfois, il y avait des amis qui voulaient que je dessine pour eux. Donc, et puis, deuxièmement... Et à ce moment, on faisait calquer, non? Il y avait une petite feuille. Oui, il y a la feuille, parfois, on calque, parfois. Mais moi, parfois, je ne calquais pas. Parfois, je le faisais comme ça, avec la main levée. Et là, même, c'était une dame qui nous enseignait, Madame Thérèse. Puis, elle appréciait, en tout cas, le travail que je faisais, de telle sorte que même, c'est là même, elle était devenue maintenant amie même à la maison. Parfois, de temps, elle passait parler de moi à la maison. Ton fils, il est bien, il est bien.
Ouais. Mais avec ça, le papa, comme tu le sais, parfois les parents n'ont pas confiance à leurs enfants. Ouais, absolument. Il faut parfois que... Même si peut-être ils sont confiants, ils essayent de garder. De garder pour ne pas que peut-être l'enfant déborde. Donc, j'aimais beaucoup la science d'observation. Beaucoup, j'aimais cette matière à l'école. Ok. Vous aviez des activités parallèles aux études à cette époque ou bien, par exemple, après les études, vous faisiez le travail au champêtre, quelque chose comme ça, ou bien chercher le fagot de bois qui était généralement, parfois, se faisait ici. Bon, déjà, moi, avec le papa, le problème sur lui, aller casser du bois, c'était pas quelque chose de principe à la maison, mais c'est quand nous, on voulait. Mais lui, ce qui comptait beaucoup, c'était les études. Après l'école, c'était la priorité. C'est ça, la priorité, c'était l'école. Parce que le bois, il achetait. Donc, c'était... Mais les travaux champêtres n'y étaient pas. Et puisqu'il était un fonctionnaire, de deux, pas dans sa ville, on va dire comme ça, et donc il ne pouvait pas trouver ici un terrain pour cultiver. Donc, tu vois, donc avec ça, on dépendait juste de ce qui venait de son travail. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était les études. Après l'école, c'est les cahiers. Et pour lui, il n'y avait pas de blague par rapport à ça. Même le foot, non. Ah bon? Il n'y en avait pas. S'il apprenait qu'on est parti jouer au ballon, c'est nos oreilles, il venait nous tirer par les oreilles, il venait me tirer par les oreilles pour rentrer à la maison. Donc, comment vous faisiez pour vous, parce que étant un enfant, c'est un enfant égal à un enfant. Tu comprends? Oui. Comment vous faisiez pour passer votre enfance sans, en dehors du cadre de formation, mais en dehors, quand vous quittez l'école, par exemple, le temps libre, comment vous le gériez? Comment était destiné à la maison? Avec l'attitude que lui, il avait, parce qu'il faut dire qu'il était vraiment dur et sévère par rapport aux études. Donc, quand j'ai compris ça, que ça ne valait pas la peine d'aller jouer au ballon, d'aller en promenade, parce que quand je partais, au retour, quand je viens, c'est le fouet qui va parler. Et quand j'ai compris cela, malgré que j'étais enfant, mais déjà à partir de la 3e année, je pouvais raisonner, je pouvais savoir faire le choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, dès lors que j'ai compris ça, après l'école, je suis à la maison. Et j'avais des frères, j'avais un frère qui faisait la 9e année. Au lieu que je parte me promener, je m'approchais à côté de lui par rapport à ce qu'on avait fait avec nos livres de lecture. J'apprenais à lire avec lui. Pour que le lendemain en classe, quand madame va demander qui peut lire, je sois le premier à lire. C'était comme ça le trophée de gagner en classe. Qui peut lire? Moi, madame, moi, monsieur. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire. Donc, je n'ai pas eu, de l'école primaire, je n'ai pas eu une enfance comme ça là, où il faut aller jouer au foot. Je n'ai pas eu ce temps-là. C'est un peu quand je commençais à me détacher de lui, quand je partais vers le collège, là au moins je commençais maintenant à aimer le foot. Un peu comme ça là. Ok, maintenant, l'école primaire, vous avez eu l'examen d'entrée en 7e. Tu n'as jamais échoué de l'école primaire jusqu'au collège? Oui, d'ailleurs, il faut signaler que la 2e année, moi, je n'ai pas fait la 2e année. Parce que quand il y a eu la guerre à Guigidou, quand nous sommes partis, quand on est revenu, ils ont dit la promotion qui est quittée en première année pour venir en 2e, les 5 premiers, au lieu qu'ils fassent l'année-là, mieux vaut les transiter en 3e année. Donc, moi, en fait, 2e année, je n'ai pas fait. Avec nos amis, je me rappelle que notre ami s'appelle Campbell, je ne sais pas où il est aujourd'hui. C'est comme ça qu'on nous a transité en 3e année. Donc, de là-bas, jusqu'en terminale, je n'ai pas connu d'échec, et même jusqu'à l'université, je n'ai pas connu d'échec aussi. Ça, c'est la grâce que j'ai eue. Donc, c'est un peu ça. Ok, encore on peut toucher un peu de l'agression rebelle. Donc, après, lorsque ton papa vous a transféré dans Zérekoré. Après, vous êtes revenu encore? Oui, après la guerre était finie, on est revenu. Donc, tu peux te rappeler quelques anecdotes ou bien comment, est-ce que, par exemple, la localité là où vous étiez était un peu impactée physiquement ou bien la psychose était là ou bien, étant enfant, tu ne pouvais pas faire la différence, bien discerner je pouvais discerner un peu.
Mais il faut le signaler que mon papa était en service dans une sous-préfecture du nom, Guédembo. Donc, ce qui veut dire que quand la rébellion est rentrée, en fait, si je pense, si je me souviens encore, c'était plutôt, la rébellion avait plus impacté le centre-ville que dans les périphéries, c'est-à-dire dans les sous-préfectures. Donc, ce qui fait que, même s'il y a eu plus, c'est vrai, il y a eu des dégâts. Quand on grandissait là-bas, on voyait qu'il y a eu beaucoup de dégâts et de ce qu'on nous racontait, il y avait beaucoup de dégâts. Mais dans la sous-préfecture de Guédembo, il n'y avait pas eu peut-être c'était la peur, puisque beaucoup avaient déserté la ville, la sous-préfecture, pour aller s'installer dans les autres autres coins. Donc c'est ce qu'il faut savoir, quoi. Ok, maintenant l'école primaire est finie, tu as eu l'examen d'entrée en 7e. Le collège, l'a fait même localité ou bien là aussi tu as quitté d'un point? Oui, au moment où maintenant je passais pour la 4e année, et mon papa avait une affectation pour une autre sous-préfecture. Et là, il va aller dans un autre district, juste même aux frontières, même à la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée. Donc, c'est dans ce district que j'ai commencé maintenant à faire la 4e, la 5e, la 6e. Donc, quand j'ai eu maintenant la 7e, mon examen d'entrée en 7e, comme il n'y avait plus ma classe, c'est comme ça que je suis parti dans la sous-préfecture de Wedekanema, où j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Parce que là, quand j'étais un peu mature, je savais raisonner très bien. Et là, je suis allé dans une autre famille. C'est-à-dire, la famille était amie à mon papa. Donc, c'est comme ça. Et puis, j'ai pu faire la 7e, la 8e et la 9e année. Ok. Au collège, comment s'organiser les études? Tu peux parler de façon résumée parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Oui. Le collège, quelle était la matière qui t'animait de plus? Comment les choses se faisaient après les études? Vous avez d'autres occupations ou bien? Oui, là, c'était le collège des arts. Arrivé au collège, les choses ont changé. À partir du collège, j'aimais plus maintenant les sciences sociales, c'est-à-dire l'histoire et la géographie. C'était en fait les deux matières préférées. Donc, il y avait la cause aussi, parce qu'on avait un très bon professeur. Il s'appelait Monsieur Farah, comme ça là. Monsieur Farah, je pense Kamano comme ça. Je pense qu'il est... Donc, au moment où nous on partait en 9e, en 8e, en 9e, il avait eu un concours pour être un gendarme. Mais une fois en classe, le monsieur savait nous motiver. Il savait valoriser l'élève. Parce que le simple fait que tu réponds à sa question, le monsieur, si c'était la question répondue, le monsieur pouvait se déplacer, venir te trouver jusqu'au fond. Il te serre la main, il t'encourage. Et de deux, il avait l'art de la pédagogie. Donc, ça nous motivait, ne reste que de te serrer la main, tu es content, tu dis, mon prof m'a salué. Tu te sens important, quoi. Tu vois, parce que si tu as été élève, tu le sais, comment certains professeurs se comportent avec les élèves. Absolument. Donc, quand tu vois un enseignant qui se colle de toi, tu es obligé d'aimer sa matière. Et de deux, une petite anecdote qui fait rire un peu, il y avait, on cuisinait aussi dans notre collège. Ah bon? Oui. C'était une école privée ou bien? Non, publique. Il y avait une ONG internationale, à l'époque on appelait ZTZ, aujourd'hui je pense qu'on l'appelle ZIZ. Donc ZTZ avait pris notre école en charge, donc on préparait pour nous. Et c'était notre même professeur de géographie et histoire qui était encore le dirigeant de là-bas. Donc, ce qui fait quoi? Quand tu réponds très bien à la question en classe, quand il est content, il dit petit. En fait, chaque élève à 12 heures avait droit à un plat. Maintenant, quand tu répondais encore plus, il dit petit, plus un plat. Donc, ça fait 2 plats, toi seul. Et de deux, tu sais que maintenant, je ne suis pas avec mon papa. Je suis dans une autre famille. Et où on est nombreux. Le premier à venir à la maison, quand tu trouves le riz sur la table, tu coupes pour toi. Ah, donc c'est pas tout le monde réuni. Non, chacun vient, on fait le riz, on met dans le bol ou on met pour les élèves. Premier arrivé, premier servi. Donc c'est ça. Je ne suis pas le seul à qui on a confié. Il y a d'autres élèves à qui leurs parents ont confié dans cette famille. Donc ça, il veut dire qu'à la maison, le riz n'était pas... Je comprends. S'il y a une opportunité maintenant, là où gagner... L'opportunité se présentait à l'école. Dès qu'on fait la leçon aujourd'hui en géographie, en histoire, quand on est à la maison, on apprend. Pour que demain, dès qu'on pose la question, et toute la classe, tout le monde était presque devenu littéraire en classe.
Donc, c'est un peu ça. Mais, ouais. Ouais. Mais comment tu trouves, c'est triste, d'un côté c'est excellent, hein, mais de l'autre côté, imagine-toi si, par exemple, ce que l'ONG là faisait pour votre école, Oui. la méthode là était pareille pour le Pour pays. les autres écoles. Imagine comment allait être l'éducation en Guinée. Oui. C'est un peu triste parce que en Afrique, parfois, généralement, les ONG internationaux s'intéressent, je ne sais pas, tort ou à raison, beaucoup de notre éducation, bien de notre bien-être, que le gouvernement du continent. Oui. C'est triste, hein? Oui. Bon, c'est à nous. C'est à nous de changer ça. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Il suffit de faire travailler la tête. Ok, maintenant, oui, vous avez étudié comme ça à l'école, au collège. Tu disais que la matière préférée était... C'était de la 8e Oui. jusqu'en... de la 7e jusqu'en 8e année. C'était la géographie. Ok. En ce moment, est-ce que tu commençais à avoir des rêves pour toi, ou bien en ce moment, jusqu'à présent, l'innocence de l'école primaire n'est pas tout partie de toi directement? Ou bien, c'est-à-dire, il n'y avait pas une espèce d'inspiration de dire que demain je vais être ça, ou bien c'est très tôt de penser à ça pour toi? Déjà, à partir, bon, l'inspiration qui était là, cette simple inspiration, était juste je le dis bien même dans mon premier livre, Que nous allons parler. Oui, donc, c'était juste en fait ressembler à quelques-uns des procès qui m'ont marqué. Et il y avait aussi d'autres jeunes élèves, des aînés qui étaient devant nous, 9e année. Donc, ces aînés-là maîtrisaient parfaitement leur cours. Et je me rappelle, il y a un jeune que j'ai oublié son nom, un jeune Paul. Le jeune, ce que en fait, qui faisait d'extraordinaire chez lui, presque les pays de ce monde, je vais dire de ce monde, le jeune maîtrisait avec les capitales. Donc, il avait en Je tête. te le dis, quand on nous a dit, nous, dans notre stade, on avait des amis, j'avais des amis de classe qui étaient aussi bien, ils m'étaient alliés à lui. Il y a encore Ali Faber, Koudono, je pense, il est à Conakry. Donc, avec ces jeunes, ils aimaient tellement étudier. Donc, je me suis collé à eux quand je les ai vus. Maintenant, on a vu aussi nos aînés là, ils aimaient tellement étudier. Ils me donnaient envie. Quand ils font des classements, on apprend que tel est le premier. Ils se concurrençaient en classe pour être le premier. Et on a vu aussi, j'ai vu aussi mes procès qui étaient bien. Donc, je disais, moi aussi, je vais être un bon procès demain. Je vais être comme le grand là. Donc, ça, c'était d'abord les premiers rêves à moi en ce moment. Je comprends. Je pense que sous l'effet du travail aussi de l'ONG, cela vous a boosté ou bien vous a propulsé pour avoir une espèce d'attachement à l'éducation et aux valeurs, c'est-à-dire de bien faire. Oui. Ok. Maintenant, au collège, vous avez fait le BPC. Ok. Lorsque vous avez fait le BPC, comment cela s'est passé? Comment vous avez préparé l'examen? Il y avait eu de cours de soir, cours de vacances, quelque chose comme ça? Oui, déjà, il faut dire, déjà à partir de la 9e année, on avait 8e, vers la fin, on avait déjà eu un bon procès de chimie aussi. Il était contractuel, je me rappelle encore bien. Il s'appelait M. Célestin. Donc, lui, il est venu. Il nous a pris en charge dans les cours de chimie. Parce que je ne voyais pas dans les matières là. Donc, donc, par sa manière de nous enseigner, parce que moi, si le procès me marque dans sa matière, même si je ne comprenais pas, je m'adonnais à la matière. Et c'est comme ça, lui, il est venu, et puis comme ça, on ne sait pas par quelle manière il a réussi à nous embarquer. Tout le monde aussi s'est embarqué aussi dans cette matière. Donc, on l'aimait tellement. Et c'est comme ça qu'on est parti. Donc, quand moi, je devais maintenant faire la 10e année, ça coïncide encore, on a enlevé mon papa dans cette localité pour l'envoyer dans une autre localité. Maintenant là, il était obligé de me laisser maintenant dans la ville de Guéguédou, au centre-ville, où je vais fréquenter l'une des, comment dire ça, des plus grandes écoles, c'est-à-dire l'un des lycées.
lycée collège Bambo. C'est là-bas que je vais fréquenter pour faire la 10e année. Et là aussi, on va encore rencontrer un autre professeur de chimie, Monsieur Fagbon Kamano, très bien aussi. Donc c'est comme ça, lui aussi il nous a préparé. Et puis on avait de bonnes notes dans ces matières. Et finalement, en physique, on faisait le mieux. Donc, c'est comme ça on a fait avec les cours du soir, les cours de révision. Et puis, avec des amis du quartier, on avait formulé un groupe de révision où chaque élève prend la matière où tu es bien, tu enseignes. Vous complétez. Et moi, dans le groupe, j'étais celui qui enseignait à la révision les cours de chimie. J'avais un autre ami, il s'appelle Timothée, lui, c'était les cours de mathématiques. Avec comme ça. Là. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre BPC. Puis on est passé pour aller en 11e année. Ok, maintenant le BPC est gagné, vous êtes maintenant en 11e. Comment est venue l'idée des orientations? Ou bien c'était papa a suggéré il faut faire ceci, il faut faire cela? Ou bien tu t'es décidé toi-même, je vais faire. Oui, quand j'ai eu le BPC, il faut être clair. C'est vrai que je travaillais dans les matières, mais dans ma tête, j'avais voulu faire les sciences sociales. J'aimais les sciences sociales. Pourquoi? Puisque à l'époque, je ne parlais pas trop, j'étais timide, mais j'aimais vraiment étudier. Le simple fait, quand je vais étudier, ça me permet plus de parler et puis d'être un homme littéraire. Plus tu connais aussi, plus c'est facile de parler devant les gens. Mais à la maison, mon papa m'a demandé, attends, tu fais quelle option même d'abord? Il dit, papa, je fais les sciences sociales. Il dit, si tu oses encore aller là-bas demain, c'est pas bon pour toi. Je dis, ah comment? Il dit, non. Il dit, sciences sociales ne paye pas. Il dit, tu veux finir tes études, viens encore rester à la maison. Il dit, il faut quitter. Il dit, si tu veux que je paye tes études, c'est le mieux que tu rejoins soit les mathématiques ou les sciences expérimentales. Et comme déjà j'aimais aussi la chimie, du coup, je suis parti en sciences expérimentales 11e année. Mais au moins une semaine, on m'appelait en sciences sociales. Ah bon? Il y avait des professeurs qui venaient, quand ils rentrent, mon professeur d'économie qui se moquait. Il dit, attends, toi là, tu es en sciences sociales. Tu es en quoi en SEC? J'ai dit, mais monsieur, c'est pas moi, c'est mon papa qui a fait tout ça. C'est un voleur académique. Donc c'est comme ça, en 11e année, on rencontre encore un des enseignants excellents, le professeur de biologie. Et c'est comme ça, finalement, l'envie d'aimer, d'embrasser la biologie est venue. Et c'est pourquoi même dans mon premier livre, je parle aussi de ce qui m'a poussé. Ok, nous allons en venir là-bas. C'est ça. Ok, maintenant, tu as fait le lycée à Zérékoré aussi? Non, je n'ai pas étudié à Zérékoré. J'ai fait tout mon cycle à Guéguédou. À Guéguédou, je confonds les deux régions, les deux localités. Ok, tu as fait le lycée là-bas. Lorsque tu as eu le bac, que tu as quitté Guéguédou pour la première fois. Oui, pour la première fois. Avant, tu n'avais pas fréquenté d'autres localités de la Guinée? Non, je me limitais à Kissidougou parce que j'accompagnais mon papa dans certains voyages où il devait aller faire des séminaires. Mais tout mon temps, c'est de Guéguédou et puis on se retourne vers Zérékoré. Je n'ai jamais dépassé Kissidougou. En ce moment, lorsqu'on parlait de la Guinée, bien de situation sociale, voire politique du pays, d'abord, toi, qui aime sciences sociales va forcément aimer la radio. Tu peux assumer. Comment c'est-à-dire comment tu puisais tes informations à l'époque? Tu écoutais la radio? Si tu écoutais la radio, laquelle ou bien lesquelles? Ou bien tu étais occupé à tes études, quelque chose comme ça? Non, déjà, les informations... Parce que moi, personnellement, au lycée, j'aimais la RFI qui est malheur ou bien par malheur ou bien par, je ne sais, malheureusement ou bien heureusement, c'était le seul canal qui nous procurait ou bien qui nous passait des informations que les Américains appellent bias, c'est-à-dire des informations traitées, c'est-à-dire traitées dans l'intérêt de ceux qui le publient. Oui, je vois. À l'époque, comment ça se faisait? Oui, bon, moi, déjà, avec mon papa, c'était lui ma source d'information. Parce que mon papa, dès 6h ou 5h, il connaissait tellement les heures, il aimait écouter BBC beaucoup entre 6h du matin. Avec Amadou Diallo. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça, dès 6h, il allumait. Et quand il allume, moi, je suis dans ma chambre, j'écoute aussi. Vous êtes tous informés. Et après, le matin, parfois, dans nos causeries, il me relate ce qui s'est passé un peu comme ça. Et de deux aussi, une fois au lycée, dans notre lycée, il y avait ce qu'on appelait la presse scolaire.
on avait des aînés qui animaient ça. Ouais. Mais nous, on n'était pas encore intéressés à ça, mais on venait quand même écouter des informations aussi. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'est la même idéologie ou bien même structure qui t'a animé. Je vois à Télémélé ici. Oui, à Télémélé, j'ai trouvé ça en place. Ah bon? Moi, je pensais que tu étais l'initiateur. Non. Les jeunes avaient déjà initié la presse au lycée. Et c'est un jour, il y a un des jeunes, il s'appelle Alpha Oumar, il fait déjà, je pense, la 2e année à l'AB. C'est lui qui est venu vers moi. Ils m'ont demandé est-ce que je peux être un soutien. Dans leur verbe, ils disent que est-ce que je peux être le parrain pour parrainer la presse scolaire du lycée. Je dis il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai pris. Et finalement, je suis devenu maintenant le encadreur dans ce domaine-là. C'est comme ça. Ok, maintenant, BBC, à travers notre papa, les informations venaient de là-bas. Tu t'es jamais confronté à la situation sociale du pays lorsque tu étais au collège, bien au lycée? Par exemple, le problème, l'instabilité politique ou bien sociale du pays, ou bien, le fait que tu étais tellement zéro-coré, tu t'es jamais imaginé comment les choses se passaient dans l'autre localité du pays? Oui, bon, la seule chose qu'il faut se rappeler encore, c'est juste surtout beaucoup la grève parfois des enseignants à l'époque, quand les enseignants grèvent. Et moi, je pense que s'il y a eu des événements que j'ai connus où je n'ai pas pu être à l'école, je pense que c'était lié dans ces circonstances de grève où les enseignants décident aujourd'hui de gréver parce qu'ils veulent ceci, cela. En dehors de ça, je ne me rappelle pas encore d'autres événements qui se sont déroulés. Donc, c'est un peu comme ça. Ok, même si je sais que peut-être j'ai l'idée ou bien je peux assumer que quand on parle de Jéricho ou bien de Guékédou, généralement, la région elle est chrétienne. On peut parler un peu de foi de ta part, comment tu as été initié si c'est possible, ou bien naturellement, comme le parent, ou bien il y avait une espèce de démocratie en famille. Comment les choses se sont passées? Oui, déjà, il faut le rappeler que, et c'est ce qu'il faut vraiment peut-être que ceux qui sont chrétiens, puissent avoir le temps d'expliquer aux confrères qui ne le sont pas. Parce que tu sais, on est dans un pays où on a tendance parfois à confondre tout le monde. J'explique ça souvent à mes élèves. Quand on dit chrétien, ça ne veut pas dire que c'est le forestier. Parce que si tu Absolument. Ça, c'est un point très important. Tu vois, dès qu'on dit que tel est forestier... Non. Dès qu'on dit, ce n'est pas pour te couper, dès qu'on dit tu viens de la forêt, ou bien de telle région. Par exemple, toutes les personnes venues du Fouta, on assume qu'ils sont musulmans. Tu vois, non? Donc, et c'est cette démarcation qu'on doit arriver à le faire. Tout forestier n'est pas chrétien. Mais le forestier peut devenir chrétien, il peut devenir musulman, il peut ne pas aussi devenir ni musulman, ni chrétien. Ça n'engage que la personne qui le devient. Mais on est d'abord, si on est né forestier, on est né forestier. Tu sais, pourquoi je pose cette question? Parce que nous, par exemple, généralement, en famille, la religion, c'est une espèce d'héritage. Je peux l'assumer pour le peuple. Nous avons la même idée que les autres aussi, c'est pareil. C'est ça. Tu comprends, non? Quand tu es né, l'école primaire vient, on t'envoie à un marabout de côté, à un parent de côté, tu commences à apprendre. Par exemple, le ramadan vient, tu comprends, non? Et c'est comme ça. J'aimerais savoir si c'est pareil, c'est vous, ou bien vous, vous aussi, quand je dis vous, c'est pas dire que nous sommes différents, mais c'est le fait que la diversité, quoi. C'est en ce sens que je dis vous. Tu comprends, non? C'est ça. Comment toi aussi, les choses se sont passées. C'est ça. Il faut comprendre que lorsque, comme tu le dis, on peut, par exemple, il y a un père qui est chrétien déjà. Donc, ce qui veut dire s'il est chrétien, s'il a un enfant,
là, dans cette famille, cet enfant, il suit la voie du père, de ce que il a trouvé dans la famille. C'est ça. Maintenant, ce qui veut dire que s'il y a un parent chrétien qui a des enfants, il s'efforcera à leur donner l'éducation chrétienne, l'enseignement chrétien, pour que tôt ou tard, ces choses puissent aussi embrasser cette foi. Mais ce qu'il faut aussi signaler, comme je te le disais dès le début, que tous les forestiers ne veulent pas dire, être forestier ne veut pas dire qu'on est chrétien. Il y a des forestiers qui ne sont ni chrétiens, qui ne sont ni musulmans. Donc, quand on est dans ce genre de circonstances, tu ne seras pas obligé aussi de rester tel. Dans ton parcours, tu peux. C'est-à-dire les circonstances vont définir ou bien déterminer qui dit. Embrasser ici la foi chrétienne. Maintenant, lorsque tu deviens chrétien, là maintenant, tu suis ta foi chrétienne. Donc, ce qui veut dire que celui qui est né forestier, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, on a, comme tu le disais, on a pensé que quand tu es déjà forestier, du coup tu es chrétien. Non, tous les forestiers ne sont pas des chrétiens, mais les forestiers deviennent ici des chrétiens. Donc c'est ça, il faut faire la différence entre les deux éléments-là. Que ce n'est pas tous les forestiers qui sont chrétiens. Il y a d'autres qui sont musulmans, d'autres qui sont chrétiens, d'autres même jusqu'aujourd'hui, ils ne croient ni à la religion chrétienne, ni à la religion musulmane. Ils continuent encore à aller, à croire à leurs fétiches, ils continuent encore à prier les ancêtres, donc ceux-ci ne sont pas des chrétiens. Et c'est des forestiers. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est la culture. Maintenant, on va centraliser et personnaliser le débat. Merci. La question te revient. Donc, ma question, comme déjà tu l'as vu, peut-être dans mes annales ici, moi, je suis chrétien. Je suis devenu chrétien. Tu es chrétien protestant?